Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette spéciale d'invitation voyage. Aujourd'hui, on traverse l'Atlantique pour avoir du fun. Je vous emmène au Québec. C'est précisément en Gaspésie que je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Cette péninsule qui fend le golfe du Saint-Laurent. C'est ici que des hommes qui n'avaient nulle part où aller ont trouvé refuge. Nous irons à la rencontre de ces déracinés dans l'héritage. À Montréal, quoi de plus agréable que de flâner dans le Mont-Royal, le Central Park québécois. Pourtant, ce n'est pas pour la vue incroyable sur la ville que je vous y inviterai. Nous pousserons les portes de l'université de McGill afin de revivre une terrible histoire de manipulation, orchestrée peut-être par la CIA. Et tout de suite, place à l'Acadie. Cette région qui aurait bien pu partir à la Val-Drague, comme on dit là-bas. Courir à sa perte, si vous préférez. Mais ça, c'était sans compter sur le courage des femmes qui ont empêché cette ancienne colonie française de sombrer du côté anglais de la force. Parmi elles, il y a l'écrivaine Antonine Maillet, notre guide pour l'inspiration du week-end. C'est un univers rempli de contes et de légendes, de chansons précieusement conservées par la mémoire collective d'un peuple. Un peuple qui n'a pas oublié ses malheurs et qui s'est doté d'une joie de vivre comme arme de combat. Cette terre, la côte acadienne au Nouveau-Brunswick, a donné autant qu'elle a reçu d'une enfant du pays, Antonine Maillet. Avec son œuvre Pélagie la Charrette, l'auteure canadienne amoureuse de la langue française revisite l'histoire de sa nation. Elle raconte la déportation de ses ancêtres et leur retour au pays, guidée par une figure féminine. La culture acadienne, qui jusque-là était avant tout orale, trouve sa place dans la littérature francophone. Et Antonine Maillet devient le premier écrivain hors de France à remporter le prix Goncourt en 1979. Depuis plus de 2000 ans, une dune de sable de plusieurs kilomètres s'étend dans la baie de Bouctouche. Sa forme ne cesse de se mouvoir au gré des époques et des tempêtes. On empilait déjà les familles dans les goélettes, jetant pêle-mêle les Leblanc avec les Hébert, avec les Babineaux. D'une goélette à l'autre, les Richard, les Godet, les Chiasson tendaient les bras vers les morceaux de leur famille sur le pont des autres et se criaient des « prends garde à toi » que la houle emportait en haute mer. Cette tragédie, le grand dérangement, c'est celle des ancêtres d'Antonine Maillet. Cet endroit où nous sommes, qui s'appelle le fond de la baie, ça a été le point tournant dans ma vie. J'ai été plantée en Acadie, moi, à ma naissance. La dune d'Antonine, c'est le pays de l'enfance, celui des coffres au trésor et des histoires fantastiques contées par une communauté soudée. Soudée par une histoire tragique. Les Acadiens d'origine française sont violemment chassés de leur terre, l'Acadie originelle, par les Britanniques en 1755. Des familles séparées, dépossédées de tout, qui reconstruisent des années plus tard, ici sur la côte du Nouveau-Brunswick, une nouvelle communauté acadienne. Quand je viens ici, au fond de la baie, mais qu'est-ce que c'est que le fond de la baie? C'est ce pays où se sont établis les Maillets, donc Olivier Maillet, qui est mon arrière-grand-père. Moi, je me rappelle de cette belle anecdote que je vais vous raconter, qui est que quand mon grand-père construisait avec l'aide des voisins sa maison, dans le barachois, tout à coup, un a vu flotter quelque chose. C'était mon arrière-grand-père. C'était le fils d'Olivier, qui s'appelait Thaddée. Et Thaddée était un petit enfant de 3 ans qui était tombé à l'eau pendant la construction de la maison. Et celui qui l'a sauvé a sauvé la lignée des Maillets. Alors, cette histoire raconte presque l'histoire de l'Acadie. Un souvenir dont s'empare Antonine Maillet dans son œuvre Pélagie la Charrette. Après des années d'exil et de misère, Pélagie la paysanne s'achète une charrette et des bœufs pour y entasser les siens et faire le long voyage de retour jusqu'en Acadie.
et la gueuse crie aux autres de sortir de leur trou et de venir prendre leur place au soleil. Elle a entendu la trompette des oies sauvages qui rentrent du sud. « Grouillez-vous, bande de flancs mous !» qu'elle leur crie, la Pélagie. Ce lieu de sable, de dunes, du fond de la baie, où j'ai les pieds plantés, j'ai l'impression que du sol monte dans mes jambes jusqu'à mon cœur et jusqu'à mon cerveau. Tous ces souvenirs puis ces émotions que j'ai éprouvées à être ici. C'est pas ordinaire. Mon corps a vécu une page d'histoire et mon esprit s'en est imprégné. Antonine Maillet, aux côtés de son héroïne, veut sauver l'Acadie de ses ancêtres. À proximité de la dune, dans la ville de Bouctouche, dont le nom signifie Grand Petit Havre, le couvent de l'Immaculée Conception. C'est l'un des plus anciens bâtiments de la ville et un des tout premiers construits par la communauté acadienne. C'est aussi la première école en français pour jeunes filles. Ah, bonjour Antonine. Comment ça va? Soyez la bienvenue à l'ancien couvent de Bouctouche. Ah, ben ça me fait vraiment plaisir. Surtout qu'il continue à occuper, à prolonger l'histoire. C'est ça que j'aime. Ah, ça, je reconnais. Ah, ben voilà, vous avez vu. Oui, oui, C'est oui. une photo de Bouctouche lorsque vous aviez une dizaine d'années. Pardon. Non? C'est de quelle année? Dans les années 1930. Alors, j'avais pas 10 ans dans les Non, années pas 30. encore. Je venais juste d'arriver, là. Alors, je vous ai vieilli. Oui, vous m'avez vieilli jusqu'à... Vous me donniez 100 ans, là. Ah oui, Dans les années 40, le couvent francophone et catholique rayonne dans un pays anglophone et protestant. Et la nouvelle communauté acadienne s'est organisée d'une façon assez extraordinaire pour l'époque. On peut dire qu'elles étaient des féministes avant l'heure. Elles valorisaient énormément l'éducation, à tel point qu'elles envoyaient des religieuses étudier en Europe, ce qui se faisait très, très peu à l'époque. Que de souvenirs. Mon Dieu. Antonine Maillet découvre ici ses premières pièces de théâtre en français. Elle est marquée à jamais par la clairvoyance et la détermination des religieuses. La parole de Mère Jeanne de Valois a été tellement importante pour nous, en tout cas pour moi. Elle a dit, nous sommes en 50. Dans 50 ans, en l'an 2000, c'est pas sûr que l'Acadie existera encore. Mais si elle est encore vivante en 2000, eh bien, à ce moment-là, son avenir est assuré. Puis elle a dit, ça va dépendre de vous, c'est-à-dire des femmes et des femmes en éducation. Si l'Acadie n'avait pas péri corps et biens dans le grand dérangement, c'était grâce aux femmes. Et elle cracha par terre, Célina, pour montrer aux hommes ce que sa race savait faire. Des femmes qui, à l'image d'Antonine Maillet, enfantent une nouvelle Acadie. À 50 km au sud, la ville de Moncton s'étend au bord de la rivière Petit-Kodiak. On y trouve la seule université uniquement francophone de toute la province du Nouveau-Brunswick. Elle est l'héritière des établissements fondés par les religieux à l'époque de la Renaissance acadienne. L'Acadie a su conserver vivant, pendant plus de 3 siècles, 500 mots, une centaine de proverbes, une centaine d'images, une cinquantaine de jeux, plus combien de chansons, de croyances, de légendes et de contes. Dans le centre d'études acadiennes, Antonine Maillet a participé à l'enregistrement de vieux conteurs et chansonneurs acadiens, porteurs d'une histoire transmise jusque-là exclusivement par voie orale.
Si on n'avait pas eu nos archives, si on n'avait pas eu nos conteurs et nos rapporteurs de légendes, quelle histoire aurions-nous? Pas grand-chose, j'imagine. Non. Et les conteurs, les gens qui content des légendes, ceux qui ont construit les mythes, eux ont rapporté ce qu'on dit aujourd'hui qui n'était pas vrai, qui était vrai, mais qu'on ne voyait pas, qu'on n'entendait pas. Des croyances superstitieuses comme celle de la charrette de la mort, qui, dans le récit d'Antonine Maillet, illustre la menace permanente qui plane sur les Acadiens. Arrêtez, arrêtez ce bruit, ces roues de charrette qui grincent. Arrêtez-les. J'entends les essieux, le fouet. Arrêtez-les. Ce patrimoine inestimable donne également vie au style littéraire incomparable d'Antonine Maillet. De retour à Bouctouche, au cœur de la baie, des cabanes acadiennes colorées, montées sur pilotis. Sur l'île aux Puces, c'est le pays de la sagouine. Dans ce théâtre vivant, on célèbre les mots chers à Antonine Maillet. Des mots dans le français de son enfance, truculent, qui fait la nique au français contemporain. Ok, ouais, Conseigneur. As-tu déjà été en amour? Oui, pourquoi? Je peux pas arrêter de penser à Maggie. Je me cache à tous les soirs pour pas qu'elle me wave. Puis je fais pas un bruit là, pour pas réveiller les remous qui se tenaient au fond de l'eau, ni les nuages qui pourraient venir noircir le firmament. Je veux pas déranger la nuit. Tu s'en viens sur le bout des pieds pour y fermer les yeux puis l'endormir doucement. La langue râpeuse des côtes se chante plus qu'elle ne se parle. Il y a des mots qui ont été coupés dans la langue française que nos arrière-grands-parents les ont gardés, ces mots-là qui ont été transmis de génération en génération. Tu sais, comme par exemple, on va dire « Ah, il y a Basie ». Qu'est-ce que ça veut dire, il y a Basie? Les gens regardent, il y a Basie. Tu sais, quand quelqu'un est tout d'un coup dans une salle et disparaît, on a trouvé d'autres. Au niveau de la langue, on va dire « Ah, il est filé à l'anglaise hein. ». Mais non, vraiment, il y a Basie. Ça veut dire qu'il était là, puis il n'est plus là. Il n'a pas disparu, il est juste parti, on ne l'a pas vu partir, mais il y a Basie. Mais as-tu oublié, Pélagie de la Grand-Pré, que cette langue baragouinée en Louisiane, c'est celle-là même que j'avons rapportée de France au siècle dernier. Des mots justes qui ont permis à Antonine Maillet de raconter avec éclat le sauvetage d'une Acadie laissée à la Val-Drague, en déclin. Son peuple. Pour la première fois, Pélagie s'aperçut que sa famille sortie de Géorgie dans une charrette, rendue en Acadie, était devenue un peuple. J'avais besoin, dans mon univers, d'abord quelqu'un qui serait à l'origine de l'épopée acadienne. Une épopée, ça se définit par une histoire qui raconte la naissance d'un peuple. C'est pour ça que Pélagie, c'est une épopée, parce qu'elle a fait naître le peuple acadien. Pélagie, je vais te dire merci, parce que sans toi, moi, je n'existerais pas. Merci. Main dans la main, Pélagie et Antonine ont révélé l'Acadie au monde. Et toi, Pélagie, tu ne changeras pas, hein? Reste là jusqu'à la fin et inspire l'Acadie à continuer la lutte que tu as commencée. On est bien à l'intention. D'accord. Terminé. Pour continuer à se faire entendre, les Acadiens peuvent écrire des livres, comme Antonine Maillet, et ils savent aussi faire du bruit, beaucoup de bruit. Le grand tintamarre, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Ça fait 65 ans que ça dure, ce boucan. Autour de la mi-août, dans le Nouveau-Brunswick, tous les Acadiens et toutes les Acadiennes sortent tout ce qui fait du bruit. Casseroles, des cuillères, des seaux, des pelles, des moules à gâteaux, des instruments de musique, des klaxons, qu'importe, du moment que ça s'entend, ça s'appelle le grand tintamarre.
C'est l'occasion aussi de décorer sa maison, avec beaucoup de drapeaux acadiens, bleu, blanc, rouge et l'étoile étant une référence à la Vierge Marie. C'est d'ailleurs un archevêque qui le premier a lancé l'idée de ce grand tintamarre. Nous sommes en 1955 à Moncton. L'archevêque Norbert Robichaud invite ses ouailles à venir commémorer ce qu'il s'est passé 2 siècles plus tôt, la déportation massive des francophones de la région par les Britanniques qui prennent possession des colonies françaises. Appelé le Grand Dérangement. Faites du bruit, dit l'archevêque, pour montrer que les Acadiens, 200 ans après, ont repris leurs terres. Le deuxième tintamarre est organisé en 1979. Le plus important a lieu dans la ville de Caraquet. Même consigne, on sort casserole, cuillère, seau, pelle, moule à gâteau, instruments de musique et klaxon. Depuis, c'est devenu une tradition et chaque année, le 15 août, le jour de la fête nationale de l'Acadie, est aussi synonyme de concert exubérant, voire de tympan souffrant le lendemain. Dans ce pays où domine la langue anglaise, c'est aussi un symbole politique fort. Le Premier ministre Justin Trudeau le sait, qui s'est rendu à Caraquet en 2016 pour faire du bruit, lui aussi. Bouctouche, dans le pays de la Sagouine, Moncton, mais aussi Halifax, jusqu'à Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Ce grand tintamarre s'étend au-delà des frontières. On le célèbre même en Louisiane, où de nombreux Acadiens ont trouvé refuge, mais aussi sur les côtes normandes. En France, les Acadiens du monde entier se font entendre parce que c'est bien connu. Ça va toujours mieux en le criant. Après notre rencontre avec Antonine Maillet, on reste en Gaspésie et on va cette fois dans un endroit au nom trompeur, la baie des Chaleurs. 17 degrés en moyenne l'été là-bas, on a connu plus chaud. La chaleur qui n'est donc peut-être pas une question de météo dans ce coin du Québec. Regardez, c'est l'héritage. Dans l'extrême sud du Québec, la péninsule gaspésienne ouvre sur le golfe du Saint-Laurent. Loin des villes de Montréal et de Québec, c'est une région assez peu peuplée et magnifiquement préservée, longtemps accessible uniquement par bateau. Ses eaux poissonneuses et son littoral protégé par des bancs de sable rendent ses côtes particulièrement douces à vivre. Notamment dans la baie des Chaleurs, au climat plus tempéré. Au XVIIIe siècle, ce bout du monde devient un refuge pour 2 populations d'expulsés qui ont fait racine jusqu'à aujourd'hui. Les Acadiens, francophones, et les loyalistes, anglophones. Différentes nations, différents peuples qui s'en viennent dans la baie des Chaleurs et que chaque peuple tentera de se faire une place dans cette baie des Chaleurs qui est toujours aujourd'hui très multiculturelle. Si les conditions ne sont pas les mêmes pour tous, leur détermination les rassemble. Ils voient en la baie des Chaleurs une sorte d'Eldorado, une terre qui leur permettra une nouvelle vie. À l'origine, cette terre est celle de la nation Mi'kmaq, un peuple autochtone qui conquiert une grande partie du sud-est du Québec il y a 4000 ans. Quelques milliers de descendants vivent aujourd'hui dans des réserves disséminées sur la péninsule. Bernard Jérôme, un des aînés de la communauté, a tenu à nous recevoir sur le lieu sacré du Powwow, leur lieu de rassemblement au bord de la baie, face à la mer. Bienvenue à Gaskapégiag. Le mot Gaskapégiag veut dire l'eau saumâtre, quand l'eau douce devient eau salée pour former la baie des Chaleurs. Quand nos ancêtres habitaient ici pendant l'été jusqu'à la fin de l'automne, ils chassaient, pêchaient et aussi récoltaient des herbes médicinales, tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. C'était leur mode de vie.
Ils vivent alors dans des habitations traditionnelles légères, faites de perches d'épinettes, recouvertes de longues bandes d'écorce de bouleau. Chaque clan est représenté par un animal. On a un visiteur ici, qui est le Gitbu. Ça veut dire l'aigle dans notre langue. Il est aussi le messager du Créateur. C'est une figure prédominante dans nos légendes et notre spiritualité. Il vole plus haut que n'importe quel autre oiseau et voit aussi plus loin. À l'approche de l'hiver, ce peuple de nomades quitte le littoral en remontant la rivière Cascapédia pour s'enfoncer dans la montagne grâce à des canaux d'écorce légers et maniables. Ils prenaient seulement ce qui était nécessaire pour survivre. Et en faisant ça, ils s'assuraient que les générations futures conservent le même mode de vie. Il y a une interconnexion entre le fleuve et nous. C'était notre ligne de vie, et ça l'est toujours. On doit prendre soin de Mère Nature. Elle nous donne toujours quelque chose parce qu'on laisse des choses derrière. Au XVIe siècle, cette vie harmonieuse est perturbée par l'arrivée de quelques colons français. Mais c'est surtout à partir du XVIIIe siècle que vient s'y réfugier un peuple d'exilés, les Acadiens. Les Britanniques viennent de prendre le contrôle de l'Acadie originelle, une colonie francophone vieille de 150 ans implantée entre le Canada et la Nouvelle-Angleterre. Une poignée de ces familles fondent la ville de Bonaventure en 1760. Chaque nom de rue rappelle la belle Acadie perdue et sa tragique destinée dont le souvenir est encore brûlant pour ses descendants. Ce sont des gens qui, pendant plusieurs années, n'ont pas de chez soi. C'est des gens qui sont démunis, c'est des gens qui sont chassés de leur terre, expropriés et déportés carrément. Ils n'ont plus de racines. Ils quittent l'ancienne Acadie avec très peu d'effets personnels. Les Acadiens débarquent ici et pour eux, ça devient leur nouvelle terre d'adoption, un nouveau lieu de refuge pour eux où là, tout est en place pour recommencer à zéro, se refaire une vie. Au milieu des maisons de bois qui composent cette petite ville, le monument le plus imposant est l'église de Saint-Bonaventure qui se dresse en bord de mer. La religion pour les Acadiens au 18e, au 19e siècle, c'est incontournable. Les Acadiens sont des gens très pratiquants. La religion catholique leur sert un peu de rempart, de garde-fou. Ça leur colle à la peau. C'est ce qui vraiment rassemble les gens. Le perron de l'Église, c'est là que les gens discutent, s'échangent des nouvelles. Et c'est là que toute la vie prend naissance. Il faut bien comprendre, à l'époque, lorsqu'on construit une église comme celle-ci, tout le monde met la main à la pâte. Alors tout le village, toute la communauté travaille, donne du temps pour construire un bâtiment comme celui-là. Si aujourd'hui les 3/4 des habitants de la Gaspésie sont des descendants d'Acadiens, leur enracinement fut un combat. La Gaspésie passe à son tour sous contrôle britannique, peu de temps après l'arrivée des premiers déportés acadiens. Cette communauté, francophone et catholique, est tolérée, mais jamais vraiment acceptée.
Elle met des années à obtenir auprès des Britanniques les droits pour les terres qu'elle occupe. Ces anciens agriculteurs vont devoir se convertir à la pêche. Ils deviennent une main-d'œuvre de choix pour les grandes compagnies qui dominent le secteur. Une histoire qui a soudé cette population à l'identité vivace. Ah, tiens donc. Ah, Gabriel, Philippe. Allô, comment ça va? Ça va bien? T'as plus de barbe? Ouais, non, j'ai plus de barbe. Salut, Philippe. Hey, ça va bien? Salut. Ah, salut. Sur le quai de Bonaventure, à 2 pas de l'église, le drapeau acadien flotte en haut d'une ancienne pêcherie, transformée en café, où il fait bon se retrouver. Ces gens-là, avant d'être déportés, avant d'être chassés de leur terre, vivaient tissés serrés, quoi. Des grandes familles, tout le monde se connaissait, tout le monde était parents. Ici, c'est un peu la même chose dans la baie des Chaleurs, tout le monde se connaît. Hein, il y a une proximité. Alors, il y a vraiment une belle appartenance à ce qu'a été la culture acadienne. Et d'une certaine façon, même si on est au Québec, même si on est en Gaspésie, nos racines acadiennes, notre fierté d'être acadien, notre appartenance à la grande famille acadienne, bien, ça ne meurt jamais, c'est toujours là, quoi. Deux décennies après l'arrivée des premiers Acadiens, la baie des Chaleurs accueille une nouvelle population de réfugiés. Il s'agit cette fois d'Américains loyalistes, chassés des États-Unis pour avoir pris le parti de la puissance colonisatrice anglaise face aux jeunes troupes américaines lors de la guerre d'indépendance. Cette communauté fonde ainsi la ville de New Carlisle en 1784. Alliés de la couronne britannique, ils s'installent en maîtres. Sandy Bibi est une descendante directe des premiers arrivés. New Carlisle était une ville planifiée. Les gens ne se sont pas installés au hasard. Tout était pensé, découpé en différents lots, qui étaient ensuite distribués par tirage au sort aux gens qui avaient postulé pour cela. Les habitants de New Carlisle se voient également remettre des outils pour défricher ces terres et construire leurs maisons. Le gouvernement accorde des rations à chaque homme et à sa famille pour 3 années. Cette population éduquée fait rapidement rayonner la ville. Peu après l'arrivée des loyalistes, c'est devenu un centre administratif. On a eu des avocats qui sont venus, des juges, et ça a attiré des hommes d'affaires, des docteurs et toutes les personnes nécessaires au peuplement. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui cette belle architecture. On compte à New Carlisle 27 bâtiments de grand intérêt patrimonial. Témoins de ce succès, les modestes maisons des premiers arrivants se muent à partir du 19e siècle en splendides demeures de style victorien. Protestante et anglophone, la communauté loyaliste peine à frayer avec ses voisins francophones et catholiques. Aujourd'hui encore, Mi'kmaq, descendants d'Acadiens et de loyalistes, vivent les uns à côté des autres sans vraiment se mélanger. La route 132 qui longe la baie des Chaleurs semble faire le lien entre toutes ces communautés. Réputée pour la beauté de ses paysages, cette route est une promesse pour ceux qui viennent aujourd'hui échapper ici à la vie citadine, réfugiés des temps modernes. Je n'étais jamais venu en Gaspésie de ma vie, donc je suis arrivé ici avec ma voiture chargée pour un contrat d'1 an. Et maintenant, ça fait 17 ans que j'habite ici. Donc quand j'étais parti d'ici, je pensais jamais que j'allais faire ma vie, que j'allais avoir des enfants ici. On est chanceux parce que la Gaspésie, c'est la mer, c'est les montagnes, c'est les rivières.
Moi, je me sens très privilégié d'habiter ici. Ce n'est pas désagréable non plus d'habiter à Montréal, voire d'y étudier. Justement, je vous emmène à la fac de McGill. C'est une université très réputée, sauf que dans les années 50-60, on y a connu des expériences assez peu recommandables. C'est l'incontournable. Montréal lui doit son nom. Cette colline boisée, haute de 234 mètres, offre le meilleur panorama sur la ville et le fleuve Saint-Laurent. Le Mont-Royal représente pour les locaux comme pour les visiteurs l'escale nature de la semaine. On y trouve un lac, le lac aux castors, et un parc arboré aménagé par Frédéric Law Olmsted, le paysagiste de Central Park à New York. Dès les beaux jours, le Mont-Royal est pris d'assaut, aussi bien par les sportifs que par les adeptes du farniente. Beaucoup sont des étudiants de l'université McGill, l'une des plus anciennes facultés canadiennes, dont le campus d'inspiration anglaise borde cette colline, symbole de Montréal. Incontournable Mont-Royal qui cache une toute autre histoire. Celle d'expériences scientifiques secrètes, financées par la CIA. À l'abri des regards, elle se déroule dans l'enceinte de l'université la plus prestigieuse du pays. Le journaliste Luc Chartrand nous dévoile une page sombre de l'histoire de l'université McGill. Les Américains, après la guerre de Corée, se sont aperçus que plusieurs de leurs soldats qui étaient faits prisonniers par les Nord-Coréens ou les Chinois se convertissaient au communisme sans avoir apparemment été torturés. Donc, imaginez le fait qu'il y avait peut-être des techniques qui avaient été développées par les Chinois pour déprogrammer le cerveau et influencer de façon indue le comportement humain. En 1953, Allen Dulles, le patron des services secrets américains, décide de contre-attaquer. La CIA lance le programme MK Ultra, qui vise à sélectionner et financer en toute discrétion des instituts de recherche à travers le monde. Elle veut percer les mystères de la manipulation mentale. La CIA avait créé un fonds de recherche dédié à ces programmes-là qui s'appelle Human Ecology Fund, le fonds de recherche sur l'écologie humaine. Et c'est à travers cette fondation, si on veut, que plusieurs chercheurs à travers le monde étaient financés. Et donc, de toute apparence, il n'y avait pas d'indication que les services de secret américains étaient derrière ça. Parmi les bénéficiaires, l'Institut Allen Memorial. C'est l'unité psychiatrique de l'université McGill. Il est situé sur les coteaux du Mont-Royal, là où le professeur Ewen Cameron s'intéresse de près à la question de la privation sensorielle et son impact sur le cerveau humain. Cameron a une théorie du cerveau qui est extrêmement simpliste. C'est-à-dire que pour lui, on pourrait effacer ce qui s'est passé auparavant dans le cerveau à l'aide d'électrochocs et de toutes sortes de techniques, et puis reconstruire la personnalité. Dans l'esprit de Cameron, le cerveau malade aurait été comme, vous savez, ces anciens grands fichiers de centrales téléphoniques où on branche les prises et certaines connexions ne seraient pas dans les bons trous, si on veut caricaturer, et il faudrait rebrancher tout ça correctement. Grâce au fonds alloué par la CIA, le psychiatre va pouvoir intensifier ses expériences. Dans ce bâtiment, il soumet pendant plusieurs mois ses cobayes humains à des cures de sommeil, entrecoupées de séances d'électrochocs d'une puissance 30 à 40 fois supérieure à la normale. Il pratique aussi des injections de LSD, une toute nouvelle molécule, dont on expérimente les effets. Une fois que le patient est au terme de cette période de déprogrammation, il est dans un état presque infantilisé. C'est un bébé. Ils sont complètement désorientés, ils ont pratiquement tout oublié. Et à partir de cet état, Cameron va se servir donc beaucoup de la suggestion par message enregistré. Des haut-parleurs sont placés sous les oreillers et on endoctrine, si on veut, le patient avec de nouvelles idées. Plus de 80 malades, directement sélectionnés au sein de l'Institut, subissent le traitement de choc du scientifique. Parmi eux, il y a Velma Orlikoff, venue soigner une dépression postpartum, ou Jean Steele, diagnostiquée maniaco-dépressive. Ni elle, ni aucun des participants ou leurs proches n'ont la moindre idée du protocole expérimental auquel ils sont associés. On est dans une époque où on ne questionne pas beaucoup l'autorité médicale. Donc, le docteur Cameron est vu par ses patients comme le bon Dieu. Donc, il a une autorité. Donc, ils ne sont pas du tout conscients d'être des cobayes d'expérience. Et il n'y a pas de protocole à l'époque qui sont mis en place pour le consentement éclairé des patients. Donc, tout ça se passe à la bonne franquette.
aucune information ne filtre hors des murs de l'établissement, les patients n'étant pas en état de raconter les traitements qu'ils subissent. En 1964, le docteur Cameron quitte l'université McGill pour partir exercer aux États-Unis. C'est à ce moment-là seulement que la faculté de médecine se penche sur ces méthodes peu orthodoxes. Son successeur immédiat, le Dr. Cleghorn, qui lui-même avait une vision plutôt négative de ce que faisait Cameron, va immédiatement suspendre ses traitements et les annuler. Il va faire exécuter un travail de revue, au fond, des progrès accomplis. Et il va constater donc ces dommages, l'amnésie persistante, et va décider de stopper tout ça. Mais c'est seulement 13 ans plus tard, en 1977, qu'est révélée toute l'ampleur du programme. Suite à l'affaire du Watergate, la CIA est forcée de rendre public plus de 20 000 pages d'archives du projet MKUltra, dont les expérimentations menées sur le Mont-Royal. Quand le scandale éclate, plusieurs anciens patients du psychiatre décident de porter plainte contre les services secrets américains et le gouvernement canadien. Le docteur Cameron, lui, ne sera jamais inquiété, emporté par une crise cardiaque en 1967. La question restera toujours irrésolue, à savoir, est-ce que Cameron savait que derrière le Human Ecology Fund, qui lui versait de l'argent, se cachait la CIA? Ça, on n'aura pas cette réponse, à moins d'une surprise et d'un document qui nous fasse un jour une révélation inattendue. Des années 90 à aujourd'hui, le gouvernement canadien indemnisera plus de 80 familles. L'Institut Allan Memorial continue, lui, d'abriter depuis le Mont-Royal le département psychiatrique de l'université McGill. Et voilà, c'est la fin de notre échappée dans la belle province. Je vous retrouve lundi avec un immense plaisir et comme on dit au Québec, à la revoyure.